Alors, merci beaucoup. Donc, la consultation d'adhésion thérapeutique à Lausanne, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, j'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Et j'aimerais commencer par une vignette clinique. C'est une femme de 49 ans. Elle a une hypertension résistante, confirmée par une mesure ambulatoire de la tension sur 24 heures. En fait, elle souffre d'un hyperaldostéronisme primaire qui a été mis en évidence par le médecin. Et de ce fait-là, un traitement à base de spironolactone est débuté, en plus d'autres médicaments ajoutés. Donc, elle a une quadrithérapie et malgré cette quadrithérapie, ses valeurs de tension artérielle demeurent trop élevées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on connaît bien la relation entre tension artérielle et adhésion aux médicaments antihypertenseurs. Ça, c'est l'une de mes premières publications durant ma thèse. On avait pu mettre en évidence à Lausanne, grâce aux piluliers électroniques, que les patients résistants au traitement, finalement, quand on s'intéresse et on monitore leur prise de médicaments, on arrive à baisser leur tension artérielle. On voit ici, elle n'est pas normalisée encore, mais on arrive à la baisser. Et ensuite, quand on commence à discuter avec eux de leurs résultats, et puis qu'en marge de cela, on adapte aussi leur traitement en fonction de leurs besoins, on arrive à réguler la tension artérielle d'un collectif de patients réputés hypertendus, résistants. Alors, la consultation d'adhésion, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une consultation qui permet de soutenir et renforcer l'adhésion thérapeutique dans le but de rendre le patient le plus autonome possible avec son traitement, le patient chronique. Il est basé sur un entretien motivationnel entre le patient et le pharmacien. Vous voyez, c'est une pharmacienne et un patient. Cet entretien motivationnel, donc les pharmaciens de la consultation d'adhésion sont formés à l'entretien motivationnel. Et puis, ces entretiens ont lieu avant chaque visite médicale ou alors avant chaque renouvellement d'ordonnance. Ces entretiens sont assez courts, ils durent à peu près en moyenne 20 minutes, mais ils sont répétés dans le temps pour renforcer le comportement du patient, aussi longtemps que nécessaire en fonction des besoins du patient. Donc, de par l'entretien motivationnel, le pharmacien va s'intéresser à la problématique du patient, va lui poser des questions ouvertes, va déployer beaucoup d'empathie et ils vont travailler ensemble, côte à côte, en co-responsabilité. Nous avons la chance de pouvoir utiliser le pilulier électronique. Ce pilulier électronique, on l'utilise avec la majorité de nos patients, mais si les patients ne veulent pas, on va utiliser d'autres méthodes. Ou si les patients ne peuvent pas, on va utiliser d'autres méthodes. L'avantage du pilulier électronique, donc c'est un flacon tout à fait normal ici, muni d'un bouchon qui contient un mécanisme de montre. L'important, c'est que la mesure est totalement transparente pour le patient. Et ça, c'est déterminant dans la relation qu'on tisse avec eux. Donc, au jour le jour, ils peuvent voir sur cet affichage électronique s'ils ont ouvert la boîte ou non. L'affichage se remet à zéro chaque nuit. Donc, ils vont souvent consulter cet affichage. Et durant l'entretien, on va imprimer les résultats sous forme de graphique. Et puis, on va discuter de ces résultats de façon empathique avec le patient. Et ça va permettre au patient de nous raconter une foule d'informations. Donc, si on revient à notre patiente de tout à l'heure, voici sa chronologie durant 18 mois, de 2014 à 2016. Donc, vous voyez que sa prise de spironolactone, tous les points bleus sont de la spironolactone, sa prise de spironolactone est assez chaotique au cours du temps. Ça montre bien la dynamique de prise du médicament. Ici, elle prend de la spironolactone 2 fois par jour, elle est prescrite 2 fois par jour. On s'est vite rendu compte que c'était trop compliqué pour elle. Donc, nous avons adapté le traitement à 1 fois par jour. Ici, elle le prend à peu près vers midi, mais on a une amplitude d'horaire de prise assez large. Ici, elle le prend plutôt vers 9 heures le matin. Donc, on essaye de trouver avec elle un horaire plus adapté. Et puis, vous voyez ici que son horaire se désagrège de nouveau avec le temps. Toutes les barres grises correspondent à des jours sans prise ou à des périodes sans prise du tout. Ce qui est intéressant, c'est que la patiente, elle a dit à son médecin, elle a dit à son pharmacien, vous n'abandonnez jamais. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette patiente questionne notre attitude thérapeutique. Elle est vraiment intéressée et questionneuse sur le fait qu'on ne l'abandonne pas, on ne la laisse pas toute seule. Je pense que le risque avec ce type de patients, qui sont des patients qui sont compliqués, c'est qu'on les laisse seuls avec leurs problèmes d'adhésion thérapeutique. Et la patiente nous reflète très bien ça, elle nous dit « vous n'abandonnez jamais ». C'est une question avec un sourire, mais c'est une question qui en dit long. C'est-à-dire qu'on tisse un lien thérapeutique avec elle, même si on n'arrive pas à résoudre son problème d'adhésion thérapeutique de façon immédiate, on fait un accompagnement à long terme, bas seuil,
mais pertinent en essayant vraiment de comprendre sa problématique. Cette patiente, c'est la patiente la plus complexe de la consultation d'hypertension du CHU de Lausanne ces dernières années. C'est probablement aussi la patiente hypertendue la plus complexe actuellement de notre consultation d'adhésion thérapeutique. Mais c'est avec ce type de patient qu'on apprend beaucoup. Le modèle de notre consultation d'adhésion thérapeutique, nous avons un modèle théorique qui cimente vraiment l'intervention que nous donnons à nos patients. On ne va pas simplement discuter comme ça, on va construire notre intervention. Et nous l'avons construite sur un modèle particulier qui s'appelle IMB, Information Motivation Behavior. C'est un modèle basé sur les théories socio-cognitives, très proche de ce que Aurélie Gaucher a présenté tout à l'heure. Et puis, nos pharmaciens vont d'abord s'enquérir de l'information. Est-ce que le patient, est-ce que notre intervention répond aux besoins d'information du patient? Est-ce que le patient a toute l'information dont il a besoin, l'information qui lui est individuellement nécessaire? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il se sent prêt? Est-ce qu'il se sent l'auto-efficacité? Est-ce qu'il se sent vraiment prêt et capable de faire ce que le médecin et le pharmacien lui proposent de faire? Parfois, des patients nous disent « non, je ne me sens pas capable maintenant ». Donc, dans ce cas-là, le pharmacien appelle le médecin et demande si on peut temporiser. Et on va essayer de temporiser pour préparer petit à petit le patient. Et le troisième pilier, c'est les comportements à domicile, les aptitudes. Comment est-ce que le patient va faire? Comment est-ce qu'il va ritualiser sa prise de médicaments? On va travailler ça avec lui. Et ces trois composants vont permettre d'influencer l'adhésion thérapeutique, qui influencera les outcomes cliniques, qui eux-mêmes influencera en feedback rétroactif l'ensemble du modèle. Nous allons nous inquiéter de la santé psychosociale du patient. Nous avons vu tout à l'heure que la dépression influence l'adhésion à tous les traitements. La vie sociale, l'accès aux soins et les addictions. Si nous remarquons des déterminants qui influencent l'adhésion qui n'est pas de notre sphère d'influence de pharmacien, nous référons ces déterminants aux médecins et à l'infirmière et nous assurons que ce soit pris en charge par eux. De nombreux déterminants affectent l'adhésion de notre patiente. Je vais vous citer quelques phrases verbatim qu'elle nous a dites à la consultation. Tout d'abord, en termes de qualité patiente, elle nous dit « Je suis en traitement depuis 3 ans et j'en ai marre. Je souhaite être guérie alors qu'elle souffre d'hypertension qui n'est pas guérissable. J'ai trop de soucis, je me sens fatiguée, anxieuse et triste. » Donc la santé mentale et psychologique qui influence l'adhésion de cette patiente. Quand elle parle d'hypertension, elle dit que c'est le point noir de sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui influence de façon extrêmement négative son quotidien. Quand elle parle de ses traitements, elle dit « Je ne veux pas me sentir prisonnière d'un horaire fixe ». Ça correspond tout à fait à ce qu'on a vu dans la chronologie tout à l'heure. Elle refuse cet horaire fixe et ça, c'est à travailler ensemble. J'envisage d'arrêter le traitement, c'est le moment de dépasser la maladie, c'est la guerre. Donc vous voyez à travers ce vocabulaire très violent, la violence de l'impact du traitement dans sa vie au quotidien. Quelle méthode de mesure pour notre patiente? Il n'y a pas une méthode gold standard. Il faut composer avec les besoins du patient. Donc cette patiente utilise un pilier électronique, bénéficie d'entretien motivationnel, mais on voit que ses valeurs de tension restent malgré tout trop élevées. Vous voyez en septembre 2016 des valeurs de tension qu'elle avait. On décide avec le médecin en discussion en réseau de lui proposer une DOT, Direct Observed Therapy. Elle vient tous les jours à la consultation d'adhésion avaler ses comprimés sur place. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, ses valeurs de tension sont normales. Donc le problème, c'est réellement la prise de médicaments. Nous faisons ça pendant 1 mois. Ensuite, elle demande plus d'autonomie. Elle souhaite pouvoir gérer seule ses traitements en ayant expérimenté l'effet positif de la prise de médicaments sur sa tension. On passe un contrat avec elle. 1 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ses tensions sont de nouveau trop élevées. On redécide de passer une période de DOT en novembre. 1 mois plus tard, ses tensions sont normales. Donc vraiment, le problème d'adhésion thérapeutique chez cette patiente est vraiment la clé de la problématique.
J'aimerais vraiment maintenant vous parler de l'impact clinique de la consultation d'adhésion. Et pour ce faire, je vais me baser sur de la recherche que nous avons effectuée, notamment dans la maladie VIH. La maladie VIH nous a permis en Suisse de faire une grande recherche, car nous avons à disposition une cohorte HIV suisse qui nous permet d'avoir des données sociodémographiques et cliniques importantes. Donc, qu'est-ce que nous avons obtenu en termes de recherche ? Tout d'abord, nous avions fait une première étude que nous avons publiée en 2010, donc c'est assez ancien, mais nous avons pu mettre en évidence dans cette étude avec des patients HIV positifs que les patients qui participaient à la consultation d'adhésion, ici en rouge, durant 6 mois, arrivaient à maintenir l'adhésion thérapeutique de façon très très élevée sur les 6 mois. Par contre, les patients qui étaient dans le standard des soins, qui allaient prendre leurs médicaments comme d'habitude à l'officine, avaient une tendance à perdre de l'adhésion thérapeutique dans le temps et la différence de comportement était significativement différente. C'était nos premiers résultats. Un deuxième résultat publié 1 an plus tard, ceci est le travail de thèse de doctorat de PhD dans notre groupe. Ici, c'était une étude rétrospective de 104 patients qui étaient à la consultation d'adhésion thérapeutique de façon routinière référée par leurs patients. Vous n'arrivez pas à voir tous ces résultats, ce n'est pas très important. L'important, ce sont ces résultats-là. Nous avons dans cette cohorte de patients des patients naïfs de traitement qui arrivent à la consultation d'adhésion en démarrant pour la première fois une trithérapie, mais nous avons également des patients expérimentés. Parmi les patients expérimentés, un grand nombre d'entre eux n'ont aucun changement de trithérapie, ni à l'initiation de la consultation d'adhésion, ni durant les 11 mois de consultation d'adhésion. Donc la seule intervention, c'est la consultation d'adhésion. Et vous voyez que ces patients aussi améliorent leurs outcomes cliniques. Le nombre de patients indétectables augmente de façon significative. Ils étaient de 38% à l'inclusion, ils sont à 71% à la sortie à 11 mois de suivi. Donc des effets cliniques probants. Ensuite, le fait de côtoyer nos patients nous donne des idées de recherche. Ici, une idée de recherche avec des patientes HIV positives enceintes. Nous avions ces patientes à la consultation d'adhésion, elles venaient très régulièrement, elles prenaient très bien leurs médicaments pour éviter une transmission verticale du VIH au fœtus. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de peine à garder ces patientes à la consultation d'adhésion durant le postpartum. Et donc nous avons fait une étude rétrospective avec un petit nombre de patients, c'était 20 patientes. Mais à l'époque, il n'y avait aucune donnée dans la littérature concernant l'adhésion des thérapeutiques aux antirétroviraux durant le postpartum. On a pu mettre en évidence, grâce aux pilules électroniques, que d'une part, l'adhésion était effectivement excellente durant la grossesse, jusqu'au point zéro. Le point zéro ici, c'est l'accouchement. Nous avons censuré les données autour de l'accouchement puisque les médicaments sont donnés à l'hôpital. Mais après l'accouchement, nous voyons qu'il y a une baisse de l'adhésion thérapeutique. Et cette adhésion thérapeutique remonte petit à petit, mais ça prend 6 mois pour que les patientes retrouvent leur niveau initial. Donc l'accouchement représente un changement de priorité important pour les femmes enceintes, donc un risque d'adhésion thérapeutique. Et j'aime bien cette diapositive pour les pharmaciens d'officine, car les pharmaciens d'officine sont vraiment en contact régulier avec ce type de patients. Donc ça donne l'occasion de pouvoir discuter d'adhésion thérapeutique lorsque les patientes viennent chercher des produits pour elles-mêmes ou pour leur nouveau-né. Et une dernière étude ici, un peu plus compliquée, mais aussi issue de notre constatation clinique, les patients HIV positifs qui déclaraient des oublis, des vrais oublis dont parlait Aurélie Gauchet tout à l'heure. On s'est rendu compte que ces patients nous parlaient de leurs oublis de médicaments, mais nous parlaient également des oublis de la vie quotidienne. Ils avaient tendance à oublier des rendez-vous, d'autres éléments de leur vie. Puis on s'est dit, tiens, peut-être que c'est un problème de cognition. Donc on est allé voir les infectiologues et nous avons fait une étude ensemble. Et nous avons pu mettre en évidence, effectivement, avec cette courbe bleue ici, que l'adhésion thérapeutique des patients qui avaient des troubles neurocognitifs liés au VIH évoluait de façon dramatiquement négative dans le temps. Vous voyez ici que la courbe d'adhésion thérapeutique chute durant nos 3 ans de suivi. Par contre, à l'opposé, les patients qui n'avaient pas de troubles neurocognitifs en rouge et les patients qui avaient des troubles cognitifs mais d'un autre type, genre dépression, anxiété, ces patients étaient beaucoup moins à risque de non-adhésion que les patients HIV positifs avec des troubles neurocognitifs liés au VIH. Et ceci a été important aussi pour nos équipes
médicales, infirmières et pharmaciens, de dire, ben voilà, les patients qui racontent des troubles cognitifs, faisons attention car ils sont vraiment à risque de non-adhésion dans le VIH. Une dernière étude qui est en train d'être publiée, la consultation d'adhésion, on a pu mettre en évidence qu'elle était associée à une meilleure rétention dans les soins. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue santé publique. Dans le VIH, l'important actuellement, c'est de diminuer la circulation du virus VIH dans la population pour diminuer la transmission. Donc, il est important de garder nos patients HIV positifs dans les soins. Et les pharmaciens y contribuent. Et là, notre étude se porte sur un suivi de 8 ans, donc une étude rétrospective de notre grosse base de données, qui a permis de mettre en évidence que les patients qui sont des patients dans le groupe intervention, dans le groupe qui reçoit une consultation d'adhésion thérapeutique, ici en rouge, ces patients avaient moins de gap thérapeutique, manquaient moins leur rendez-vous chez l'infirmière et chez le médecin que les patients qui étaient dans les standards des soins, ici en bleu. Et il y avait un gap ici de 10%. Donc il y a une rétention dans les soins augmentée de 10% en présence d'une consultation d'adhésion thérapeutique, ce qui est marquant d'un point de vue de santé publique. Et finalement, comment tout ça, comment ces données de recherche se transforment, sont traduites dans notre système de santé. Et là, je vais revenir à l'hypertension, car nous avons aussi beaucoup de données en hypertension. Et puis, j'aimerais vous montrer comment l'hypertension résistante est actuellement prise en charge de façon structurée et structurelle dans le CHU de Lausanne. Pour tout patient qui arrive à la consultation d'hypertension avec une hypertension résistante, le médecin, tous les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfèrent leurs patients à la consultation d'adhésion durant 6 à 12 semaines et ils réfèrent leurs patients chez l'infirmière pour une mesure ambulatoire de leur tension artérielle à l'issue de ces 3 mois. À l'issue de ces 3 mois, si le patient a une tension artérielle qui est contrôlée, tout va bien, c'est parfait, c'est ce qu'on souhaitait. Par contre, si la tension artérielle reste non contrôlée, il y a 2 options à disposition. Tout d'abord, soit l'adhésion thérapeutique est optimale, telle qu'elle a été mesurée durant cette période-là. Là, nous pouvons donc assurément exclure un problème d'adhésion thérapeutique. Et c'est le rôle du médecin hypertensiologue de reprendre cette patiente et d'investiguer davantage. Par contre, si l'adhésion thérapeutique est suboptimale durant cette période-là, il est nécessaire de continuer à travailler à la consultation d'adhésion thérapeutique avec ces patients avant de changer leur traitement. Vous me disiez aussi que, vous pourriez me dire que cette consultation d'adhésion fonctionne bien à la polyclinique médicale, mais comment est-ce qu'elle fonctionne ailleurs? Et je pense qu'elle peut fonctionner ailleurs. Ici, vous avez l'exemple d'une implémentation dans un autre contexte, en Suisse romande, entre l'officine et l'hôpital. Et j'ai juste quelques phrases de verbatim de la part de nos médecins qui nous disent « ça a permis d'avoir une synergie pour lui faire comprendre aux patients » pour lui faire prendre conscience de comment prendre ses médicaments et avoir plusieurs personnes avec le même discours. Je pense que ça a été utile, ça revient sur la relation interprofessionnelle dont on a parlé tout à l'heure. Le médecin dit également probablement que parfois ça nous a fait gagner du temps, voire ça nous a permis de récupérer des patients, encore une fois, qui peut-être auraient disparu de la consultation, donc on garde les patients dans les soins. Il y a plus de personnes, plus de professionnels qui gravitent autour et donc moins de chances qu'on les perde dans la nature. Et qu'est-ce que disent les patients? Un patient dit actuellement, vu que c'est la même personne qui me reçoit à l'officine, on sait à qui on s'adresse, on a plus confiance. Cette confiance relationnelle est importante. Un autre patient dit le fait que plusieurs personnes disent c'est bien ou pas, continuer dans la même lancée, c'est encourageant, on ne se sent pas seul en fait. Les patients se sentent seuls avec leur traitement. Les points forts pour terminer, la collaboration interprofessionnelle est déterminante, un leadership aussi, qui mène ce type de projet? Est-ce qu'il y a un leader? Est-ce qu'il forme d'autres leaders? C'est extrêmement important. La formation de l'équipe, notre équipe est formée avec une formation continue en entretien motivationnel. Il y a un système de qualité sur lequel les pharmaciens et les assistants en pharmacie peuvent se référer. Il y a un système de rémunération, c'est important, mais à lui seul, ce n'est pas suffisant, mais c'est important. Et il y a une proximité entre la clinique, la recherche et l'enseignement. C'est important d'avoir ce type d'endroit pour faire avancer les pratiques et ensuite les distiller dans la communauté des pharmaciens d'officine.
Pour terminer, la non-adhésion thérapeutique, c'est une épidémie silencieuse, sous-estimée, sous-diagnostiquée. La responsabilité doit être partagée entre les patients et les professionnels de santé. Nous sommes aussi responsables de la non-adhésion de nos patients. Le pharmacien communautaire, le pharmacien d'officine en continuité des soins interprofessionnels est au cœur de cette action afin d'optimiser les bénéfices des traitements et la sécurité de nos patients. Vous voyez là notre équipe. Nous avons des techniciennes, vous appelez ça comme ça, des préparatrices en pharmacie qui conditionnent les médicaments dans les piluliers, des pharmaciens qui font les interventions et des chercheurs. Nous avons des visiteurs français, un étudiant de Grenoble ici et un pharmacien de Dijon. Donc nous aimons collaborer avec nos voisins. Quelques remerciements aussi aux chercheurs et médecins avec lesquels je travaille, statisticiens et doctorants. Merci beaucoup à vous également pour votre attention.